J'ai un peu changé le sujet. Hein, si on veut Ah, vous aussi? Non, ce n'est plus de l'asthme à tout. Alors, je suis très heureux de pencher derrière vous, puisque nous sommes une équipe qui travaillons régulièrement. Le service d'ORL est contigu à notre service de pneumologie et l'équipe de Serrano. Et on est une équipe rhinologique avec laquelle on coopère beaucoup, puisque la toux, évidemment, c'est un sujet qui est également ORL. Alors, je vais me permettre de vous faire 3 étapes. Premièrement, un rappel sur la toux, parce qu'on a évolué, les définitions, comment on la conçoit. Après, on rentrera dans le sujet, l'asthmatique qui a une toux qui nous embête. Et je vais vous parler d'un nouveau concept, enfin, qui commence à être bien. Ce sont les toux par hypersensibilité, le Cough Hypersensitivity Syndrome, qui explique en partie les toux réfractaires. Et on dira quelques mots d'un traitement, mais si on parle de toux réfractaires, c'est qu'évidemment, les traitements ne sont pas complètement efficaces. En première définition, chronique, ça veut dire 8 semaines. Ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est parce qu'au-delà de 8 semaines, la plupart des toux post-infectieuses s'éteignent, en particulier la coqueluche, etc. Et il s'est reconnu, ces 8 semaines. Alors en ORL, des fois, c'est un peu plus bref, en pédiatrie, pareil. Ça altère la qualité de vie, et puis réfractaire parce que la prise en charge a été un échec. Alors tout le problème, c'est quelle prise en charge, quelle durée. On dit au moins 3 mois traités. La toux, c'est un réflexe. Vous avez les récepteurs, voyez en rouge, qui sont au niveau du bas œsophage, des voies respiratoires, et au niveau du pharynx. Donc vous avez les 3 grandes causes de toux, avec une petite curiosité, l'anastomose avec le nerf d'Arnold au niveau de l'oreille, qui fait que parfois, quand un patient se gratte ou qu'on met un otoscope dans le conduit auditif externe, il va tousser. C'est toujours une curiosité, surtout si vous avez la chance d'avoir un bouchon, de l'enlever. Alors ça, c'était la version, et voici quand même, on a un peu avancé. Vous voyez qu'en particulier, les connexions au niveau du tronc et cérébral sont plus du tout les mêmes, mais là où on a avancé, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'épithélium, au niveau des récepteurs. Alors on va regarder, je ne vais pas trop vous assommer, mais globalement, qu'est-ce qu'on voit? Alors les récepteurs, ce sont les fibres, les terminaisons nerveuses des corps cellulaires qui sont situés à distance et qui sont véhiculés par le nerf vague. Alors vous avez les fibres classiques, myélinisées, A delta, qui sont sensibles au toucher. C'était les mécanorécepteurs. Mais les cibles principales, ce sont les mêmes que dans la douleur. Ce sont les petites fibres non myélinisées, les fibres C, qui sont sensibles aux agents chimiques. Ce sont des chémorécepteurs. Alors elles sont particulières parce qu'elles portent un groupe de récepteurs qui jouent un rôle important dans la physiopathologie de la toux. Les transients récepteurs potentiels, c'est des récepteurs sensibles, des thermorécepteurs. Il y en a toute une famille. Là, ce sont les vanillonoïdes 1 qui jouent un rôle essentiel, mais dont le traitement a été décevant. Mais globalement, quand on fait une exploration typique de la toux, qu'on ne fait plus maintenant en routine, mais dans les essais cliniques, on s'adresse à ces récepteurs parce qu'ils sont sensibles à la capsaïcine, qui est un extrait du poivre ou du piment. Donc on va faire respirer ça à un patient et on va regarder s'il est très sensible ou pas. Bien entendu, ça se faisait en routine, maintenant ça se fait uniquement en recherche. Alors toute cette physiologie, c'est une traduction simple. Sur le plan clinique, vous avez un patient en face de vous. Vous prenez le stimulus, le contrôle conscient. Premièrement, vous êtes à gauche, j'ai pas de stimulus, j'ai rien, je peux tousser volontairement, c'est psychique. Voilà, je tousse. Ça, on peut avoir une toux psychogène pure. Si vous êtes à droite, vous avez la toux réflexe pure, c'est-à-dire si vous avez un bout de cacahuète qui tombe dans les bronches, vous allez tousser, quoi que vous fassiez. Eh bien, ça, c'est la physiopathologie. Et nous, ce qu'on a la plupart du temps en face de nous, ce sont des patients qui ont une toux qu'ils peuvent contrôler, plus ou moins, ou alors des toux qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme le hémage, etc. Et donc, ce sont des patients qui sont intermédiaires, et c'est ce qu'on a dans la réalité. Les étiologies des toux, bon, le tabac, on va prendre les causes évidentes, les médicaments. N'oubliez pas qu'un tousseur sous IEC, nous on ne lui donne pas rendez-vous, on fait arrêter l'IEC, on le voit un mois après, parce que sinon la toux va s'arrêter. Il y a les bêta-bloquants, il y a les antidiabétiques, sitagliptine, les nouveaux, la liste est ouverte, post-infectieuse. Mais les 3 grandes causes de toux, c'est ORL, avec le syndrome de la rhinosinusite et le jetage postérieur, en sachant que la responsabilité n'est pas si évidente que ça, les troubles à déglutition et le dysfonctionnement des cordes vocales. Alors tout ça, c'était le Upper Airway Cough Syndrome. Et si vous êtes tendance, vous avez parlé de STOVAS, le syndrome de toux d'origine des voies aériennes respiratoires supérieures. Le reflux, en sachant qu'il peut être silencieux, et que tous les reflux ne sont pas acides, on peut avoir également des troubles à motricité.
Et puis, l'inflammation éosinophile, c'est là, dans ce terme, on met l'asthme et les équivalents. Eh bien, quand vous prenez ces trois étiologies, vous voyez qu'on peut retrouver tout ça chez un asthmatique. ORL, reflux qui est très fréquent chez l'asthmatique, et l'inflammation éosinophile. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette rubrique? Vous avez la trachéite atopique isolée, avec la toux. Elle n'est pas reconnue par la plupart des spécialistes de la toux. Il n'y a que les Japonais qui la reconnaissent, qui disent qu'on a des toux chroniques purement allergiques trachéites. Vous avez l'asthme classique, avec le trouble obstructif réversible, avec la métacholine positive, si vous y allez, l'hyperréactivité bronchique. Et puis vous avez la bronchite éosinophile non asthmatique. Alors là, tout est normal. Vous avez une fonction respiratoire qui est normale. Il n'y a pas d'hyperréactivité bronchique à la métacholine. Et si vous n'aviez pas les examens qui montrent qu'il y a une hyperéosinophilie dans les bronches, soit l'expectoration induite, soit maintenant un témoin indirect qui est le NO expiré, eh bien, vous auriez dit c'est peut-être psychologique. Sauf que la particularité de ces toux, c'est qu'elles sont sensibles aux corticoïdes. Les autres causes, elles sont plus rares, il faut y penser. Pathologie interstitielle, pathologie auto-immune, avec localisation pulmonaire, mais surtout une étiologie qui semble ressortir maintenant, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, parce que c'est associé à l'obésité et au reflux. Trouble du rythme cardiaque. Et dernier point, quand vous avez un tousseur en face de vous, il y a souvent plusieurs causes associées. C'est un peu comme moi, je prends un peu d'eau. Et donc, les causes multiples sont très fréquentes. Et dernier point, c'est le psychisme. Parce que quand vous avez une toux chronique en échec, c'est comme toute la pathologie. Voilà, ça va mieux. C'est comme toute la pathologie chronique pour laquelle on n'a pas de solution. Vous allez avoir un retentissement psychologique. Et ce retentissement psychologique, bien entendu, ça peut à la fin devenir prédominant avec des troubles psychologiques majeurs. Voilà une petite enquête qu'on avait faite. Vous voyez que, premièrement, la toux, c'est un problème de la femme. On ne peut pas dire qu'on est machiste. Je mets les femmes en avant. 2 fois plus souvent la femme que l'homme. Et vous voyez que les 3 grandes causes à gauche, c'est ORL, RGO, asthme, mais qu'on trouve un problème psychologique chez 30% des patients, que le syndrome d'apnée apparaît maintenant chez 9%, et que vous avez l'obésité, dont on a parlé ce matin également, qui apparaît un point important puisqu'on la retrouve chez 1/4 des patients. Alors, la toux, réfractaire et asthme. Maintenant, on rentre dans le sujet. Vous avez les notions sur la toux. On rentre. C'est un asthmatique qui a une toux persistante. Alors, il y a 2 situations, 2 hypothèses. Soit son asthme n'est pas contrôlé. Vous savez que la toux, c'est un symptôme d'asthme dans le GINA. Et là, on va monter selon les recommandations. Soit ce n'est plus de l'asthme. Et si ce n'est plus de l'asthme, il faut penser au reflux et au nouveau concept de toux par hypersensibilité. Ce n'est pas théorique, ce raisonnement, parce que maintenant, vous avez les biothérapies. Imaginez un tousseur, je ne m'en sors pas. Je monte, je mets je vais aller à l'omalizumab, je vais monter au mépolizumab, je vais monter à toutes les thérapies ciblées qui sont un coût horriblement cher. Donc, il faut bien réfléchir à ça et y arriver. Un asthmatique qui tousse, comment est sa toux? Eh bien, la toux, elle est sèche. Le problème, elle est rarement isolée. Quand le patient va tousser, à la fin, vous allez entendre siffler, si vous l'auscultez. Une sensation d'oppression thoracique. Il tousse souvent la nuit. Et puis, les circonstances d'apparition. Vous avez le froid, l'effort. Quand quelqu'un tousse à l'effort, est-ce que c'est de l'asthme ou pas? Les émotions, l'exposition aux allergènes. Mais parfois, elle peut être isolée ou prédominante. Et vous avez un asthmatique qui vient en consultation. Il ne vient pas parce qu'il a de l'asthme, il vient parce qu'il tousse. Alors, quand ce n'est pas de l'asthme, quand faut-il se dire, tiens, ce n'est plus de l'asthme? J'ai un chat dans la gorge. Donc. Alors, premièrement, parce que la toux ne ressemble pas à ce que l'on voit d'habitude. Elle est disproportionnée, inhabituelle par rapport à ce que je vous ai décrit. Deuxièmement, parce qu'il n'y a plus d'inflammation éosinophile. Et troisième point, c'est le plus important sans doute, parce que la toux ne répond plus au traitement habituel de l'asthme, en particulier aux anti-inflammatoires et aux corticoïdes inhalés. Et là, vous dites, tiens, il se passe quelque chose. Alors, plutôt que de vous dire ce qui se passe, je vais vous faire parler un patient. Je l'ai en vidéo, mais il parle un peu lentement. Il a un bon verbatim, et je vais vous dire ce qu'il décrit en rouge. Alors, vous
voyez tout ce qu'il m'a écrit. C'est lui qui a écrit tout ça. Hein. Moi, je lis ce qu'il a dit. Je suis asthmatique depuis ma naissance. Mais jusqu'à présent, cette maladie ne m'a pas empêché d'avoir une vie quasi normale. C'est ce qu'on voit. On a fait des gros progrès dans l'asthme et dans la prise en charge. Depuis 2007, une toux de plus en plus chronique, le matin, et un nouveau genre d'essoufflement ne ressemblant pas à ce que j'avais connu jusque-là avec l'asthme se sont installés. Vous voyez, ce patient lui-même dit « ce n'est plus de l'asthme ». Je ne peux plus faire le moindre effort sans que cette toux se déclenche. Elle me gêne dans mon travail, et c'est un type qui est cérébré, qui a un travail à responsabilité. Elle m'entraîne des migraines, rien ne soulage, elle perturbe ma vie familiale, parce que quand on tousse, tout le monde en profite hein, dans une famille. Et souvent, ce n'est pas le patient qui vient, c'est la femme ou la famille qui l'amène et dit « on n'en peut plus hein, faites quelque chose pour nous, parce qu'on n'en peut plus pour le patient ». Voilà, quand vous avez ce type de patient, vous ne pouvez pas vous dire « c'est toujours de l'asthme ». On ne peut pas se dire ça, parce qu'on s'en rend mieux compte. Alors maintenant, vous êtes donc en face d'un asthmatique, mais son problème, c'est une toux. Alors comment avancer? Vous avez plusieurs démarches, des algorithmes, etc. Quand il y a beaucoup d'algorithmes, c'est que rien n'est vraiment prédominant, hein, ne domine les autres causes. Mais globalement, cette attitude, elle est simplette et bien, parce que ce sont deux femmes, oui, Jacqueline Smith et Anne Woodcock. Ce sont des Britanniques, donc ils voient beaucoup de tousseurs, et ils proposent 4 points. Premièrement, identifier et traiter les causes évidentes. Les traitements par IEC, etc. On va y revenir. Deuxièmement, rechercher et traiter les principales causes. Asthme, STOVA, RGO. Là également, on va y revenir. Vous voyez, sur le plan ORL, ce qui est important, c'est la naso-endoscopie et la consultation aux spécialistes. Rechercher les causes plus rares. Et enfin, une attitude qui est purement britannique, c'est les neuromodulateurs et rechercher le cough hypersensitivity syndrome. Première étape, identifier les causes évidentes. Pour nous, pneumologues, la radio est incontournable. Vous avez des patients, je vous rappelle, qui toussent depuis plus de 8 semaines, et avec une fonction respiratoire et réversibilité, pour savoir si c'est de l'asthme, puisqu'on a la situation asthme. La question qui s'était posée, c'est est-ce qu'on doit faire un scanner systématique? Je pensais, nous on a fait plusieurs réunions d'experts en France, que tout le monde allait dire oui. Ce n'est pas tranché, mais moi je pense que quand vous êtes quelqu'un qui tousse depuis plus de 3 mois, etc., le scanner peut nous montrer, va peut-être permettre d'éliminer une cause plus grave ou nous montrer des lésions qu'on ne voit pas sur le cliché thoracique, une fibrose débutante, une pathologie interstitielle, voire des bronchectasies. Deuxièmement, rechercher et traiter les principales causes. Alors vous avez soit une démarche agressive, en particulier sur le plan ORL, donc c'est endoscopie naso-sinusienne, avec un apport pour les toux chroniques, c'est de regarder les cordes vocales, comment ça marche. Et nous, on a une unité aussi qui est contiguë. On s'intéresse beaucoup, toujours dans ces toux, à rechercher s'il n'y a pas une dysfonction des cordes vocales ou un trouble à déglutition. Et enfin, l'inflammation éosinophile et le RGO, on va en parler. La toux par inflammation éosinophile, ce qu'il faudrait faire, bon, premièrement, l'enquête allergologique, parce que si c'est allergique, c'est un peu notre boulot de base devant une toux. Et évaluer l'inflammation éosinophile. Alors, ce qui est le plus simple à l'heure actuelle, c'est le NO exhalé. L'autre technique est l'expectoration induite. Ce sont des asthmatiques, des tousseurs qui ne sont pas sécrétants. Il faut faire un aérosol, surtout un kiné pour les faire cracher. Et donc, c'est un peu difficile. 3% des éosinophiles, on considère qu'il y a des éosinophiles dans les bronches. Pour le NO, la valeur seuil n'est pas discutée, mais globalement, si vous êtes au-delà de 50, on peut dire qu'il y a une inflammation. Si vous n'êtes pas agressif, vous pouvez faire un test par corticoïdes inhalés, et si ça ne marche pas, surtout par des corticoïdes par voie orale. Je vous dirai comment. Vous dites... mais peut-être que c'est un reflux qui le fait tousser. Alors là aussi, vous avez la même stratégie. Si vous avez une stratégie investigation, le seul examen qui est utile, et encore pas toujours, c'est la pH-métrie, manométrie, sans traitement. Parce que vous avez un reflux, vous traitez. Vous n'avez pas de reflux, ben vous ne traitez pas. La stratégie empirique, c'est de donner des IPP à forte dose pendant 3 mois. Le problème sur la toux, c'est que ce n'est pas constant et on évoque un effet placebo. Alors voilà ce que vous pouvez faire.
Les Américains étaient très ORL. Ils disaient, tout chronique, faites un traitement d'épreuve, vasopresseur, corticoïdes et antihistaminiques de première génération. S'il y a un jetage postérieur, oui, on peut toujours faire ça. S'il n'y a pas de symptômes, non. Maintenant, tout le monde dit, ça ne sert à rien de faire un traitement à quelqu'un qui ne se plaint de rien, du nez, un traitement d'épreuve. Sur la bronche, si vous voulez faire un test en pensant à l'inflammation éosinophile, c'est traiter comme l'asthme, un corticoïde plus là-bas, CSI plus là-bas. Si ça ne marche pas, vous avez un test, certains proposent un test aux corticoïdes oraux par de la prédnisone, 10 à 15 jours, parce que les corticoïdes marchent moins bien. Sur le reflux, souvent, on met des IPP. Oui, on dit ça va très bien. On oublie de dire, je ne sais pas ici si les patients nous en France, ils prennent la tisane avant de se coucher. Alors on leur dit de ne pas boire avant de se coucher, les règles hygiéno-diététiques, de surélever la tête du lit, ce qu'on oublie souvent. Et là également, si vous avez des signes de reflux, ok, faites le traitement. Si on fait un traitement empirique chez quelqu'un qui n'a aucun signe, jusqu'à maintenant, pourquoi pas? Mais actuellement, on dit que ça ne sert à rien. Vous avez les dernières recommandations de Chest. Le niveau de preuve n'est pas parfait, il essaie, mais ils disent que chez les patients avec une suspicion de reflux, mais sans symptômes, eh bien, de mettre des IPP a toutes les chances de ne pas marcher. Donc vous voyez qu'on n'est plus dans l'empirique empirique. Alors vous avez fait votre traitement, vous êtes content, vous avez mis l'asthme, etc. Vous revoyez le patient 3 ou 4 mois après. Par exemple, un patient, vous avez l'impression que l'asthme va bien, il a normalisé sa fonction respiratoire, ou alors il y avait du reflux, il avait des symptômes cliniques, il n'a plus de symptômes, il est très content, sauf qu'il tousse toujours. Alors là, vous avez, dans l'absolu, il faudrait refaire les examens sous traitement pour voir si vous êtes en échec ou pas. Et en particulier, c'est très important pour ceux qui ont du reflux, parce que certaines équipes opèrent les toux réfractaires de reflux, mais il faut les opérer si on est en échec du traitement médical et on a des reflux qui sont en échec des IPP, surtout ce ne sont pas des traitements acides, ce ne sont pas des reflux acides. Eh bien, vous êtes tout content de vous, le patient tousse, eh bien, il faut penser que maintenant vous êtes dans une situation un peu différente. Alors, je vous ai donné des règles, voilà une enquête française, ne vous inquiétez pas, vous voyez que tout le monde n'est pas d'accord. On a fait une enquête sur 115 personnes, sur les toux chroniques. Vous voyez que tout le monde, 80% devant un tousseur chronique à l'ergot, les 2 colonnes de gauche. Tout le monde, d'accord. pH-métrie, pratiquement personne. Tout le monde à droite. En France, personne ne fait de pH-métrie. Traitement par IPP, eh bien oui, c'est prédominant. Vous voyez que ceux qu'on devrait faire dans l'absolu en fonction des recommandations et des experts de la toux, eh bien sur le terrain, ça se fait très peu, et sur le terrain, c'est surtout de l'empirique, alors qu'on ne devrait pas faire d'empirique. Eh bien, vous dites maintenant au patient, ce qui m'embête, c'est qu'il a une toux autonome, une maladie, ce qu'on appelle le Cough Hypersensitivity Syndrome. On essaye d'imposer l'acronyme français, les toux par hypersensibilité. C'est quoi? C'est cliniquement une toux gênante qui est déclenchée par une exposition thermique, mécanique ou chimique de bas niveau. Ce sont des gens qui sont sensibles à tout ça, et ça commence souvent l'histoire classique, c'est une infection virale, le patient va tousser, mais au lieu que ça s'arrête, il va durer, et la toux va s'installer. Alors le problème de ce type de toux, c'est que soit vous l'avez tout seul, et c'était ce qu'on appelait les anciennes toux idiopathiques, soit vous pouvez avoir ce type de toux sur n'importe quelle des causes qui sont tussigènes. Par exemple, vous pouvez avoir ce type de toux chez quelqu'un qui a une rhinosinusite. Il va présenter une toux totalement disproportionnée. Ce sont des gens qui ont des pharynx hyper irritables, en principe. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va voir ça avec un reflux, avec une maladie respiratoire, un fumeur. Donc, vous voyez que c'est une situation qui peut être isolée ou qui compliquer la chose, survenir chez des gens qui ont une pathologie connue, comme l'asthme. Alors, cette toux, c'est plus la même. Ce sont des quintes de toux sèches, difficiles à contrôler, la nuit, le jour, permanentes, c'est variable. Elles sont déclenchées par des stimuli non tissigènes ou une accentuation aux stimuli classiques. Ils peuvent tousser quand ils chantent, parler, rire, l'inspiration profonde. Les changements de température ambiante, parce que les récepteurs, les TRP, ce sont des thermorécepteurs. Le chaud, le froid, les aérosols, enfin les repas, décubitus, mais surtout, c'est un fort impact sur la qualité de vie, en particulier chez la femme, l'incontinence urinaire. Et sur la vie de couple. Alors on ne sait pas si c'est la toux qui impacte le couple ou si c'est passé des problèmes de couple que le patient tousse.
Moi, j'ai eu des couples qui venaient de très loin nous voir, parce qu'il y a peu de centres spécialisés sur la toux en France, et la femme, en sortant, m'a dit « Docteur, vous avez réglé mon problème, j'arrêterai de tousser lorsque j'ai le courage de divorcer. » Vous dites « Bravo, c'était qu'il y avait un problème de couple qui sous-tendait la toux. » Donc voilà, vous avez la même courbe avec la toux qu'avec ce qu'on voit dans la douleur. Vous avez en vert un sujet normal, stimulus normal, il ne tousse pas, stimulus nocif, il tousse. Et bien en rouge, vous voyez qu'il tousse pour des stimuli qui ne font pas tousser et qui tousse beaucoup plus pour des stimuli tussigènes. Ce qui s'est passé, on a des arguments, je ne vais pas vous les développer, on a beaucoup d'arguments maintenant qui vont dans ce sens. La toux, c'est un phénomène défensif. Il s'est passé à un moment donné qu'il y a eu une sensibilisation du réflexe à toux, soit au niveau des nerfs périphériques, soit au niveau central. Et cette sensibilisation, c'est un stress, une inflammation virale, c'est le reflux. Et à ce moment-là, vous avez une toux qui est complètement pathologique. Vous avez un syndrome qui est complètement dissocié de ce que l'on devait voir. C'est un peu ce qu'on voit avec la douleur dans la fibromyalgie. Alors, notre patiente tout à l'heure, je vous le remontre, polysensibilisée, fonction respiratoire normale, le NO exhalé à 20 ppb, c'est-à-dire normal. Traitement maximal de l'asthme, pas d'effet sur la toux. Il n'a pas de reflux, contrôlé sous pH-métrie avec des IPP, pH-métrie normale. Il a été jusqu'au Xolair, à l'omalizumab. Bien, ce patient, il a été calmé, et il se calme, et on peut se poser la question s'il n'est pas devenu accro, par du paracétamol codéiné, 6 comprimés par jour. Ça fait beaucoup. Mais voyez, c'est la seule solution qu'il a trouvée. Donc si je vous la résume en pratique, vous aviez devant vous quelqu'un qui avait un asthme et une toux réfractaire. Vous avez traité l'asthme au maximum, il continue à tousser. Il continue à tousser, c'est un problème surajouté. Ce n'est plus de l'asthme, c'est un problème qu'il faudra prendre en charge. Et chez lui, il y avait un retentissement important. Il faudra prendre en charge aussi les problèmes psychogènes. Alors le traitement de la toux chez l'asthmatique. Alors retenez quelques recettes. Vous allez traiter l'asthme comme d'habitude, mais sachez bien, les bêta-2, les courtes durées, ne sont pas des antitussifs, sauf si vous avez un bronchospasme d'asthme, si votre toux est un équivalent de crise d'asthme. Les corticoïdes inhalés marchent un peu moins bien. Il faudra taper souvent forte dose. Les Japonais insistent beaucoup sur les antileucotriènes et sur le tiotropium, il y a quelques essais. Les antihistaminiques sont très intéressants, mais il faut donner les vieux antihistaminiques. Si on pouvait, il faudrait revenir au Terralène, à la Tarax, etc. Nous, c'est la dexbrompheniramide, le dimégan, qu'on avait proposé dans les recommandations. Le problème, c'est que ça endort. Tout ce qu'on a voulu éliminer de cette catégorie de médicaments, c'est ce qu'on recherche. Et donc, il faut faire la balance entre donner un comprimé pour calmer la toux et quelqu'un qui va tousser toute la journée. Les corticoïdes oraux, ça a été un test, mais est-ce qu'il ne faut pas le prolonger un peu si on a l'impression que ça marche bien? J'en sais rien. Et quant aux IPP à forte dose, après, il faudra discuter si vous avez un reflux confirmé. Et si vous n'avez pas de reflux, il faudra être sûr de ce qu'on fait, parce que les IPP au long cours ne sont pas anodins. Vous avez beaucoup d'effets secondaires, en particulier au niveau chez la femme, de risque d'ostéoporose. Le traitement antitussif, eh bien, il n'y a pas de traitement antitussif réellement efficace. Certains ont fait de la codéine, plein pot. D'autres ont fait de la morphine. Alors, il faut mieux choisir le dextrométhorphan. Les antihistaminiques de première génération et les neuromodulateurs. Alors, les neuromodulateurs, il n'y a qu'une seule étude qui a montré quelque chose, c'est avec la gamma-bentine, c'est avec le neurontin. Alors, moi, ça me gêne un peu de taper très fort au neurontin, parce que les anglo-saxons montent jusqu'à 1600 milligrammes, parce que je ne voudrais pas qu'un de mes patients se tue dans un accident de voiture et qu'on me dise pourquoi vous avez mis ce médicament qui donne des effets secondaires et une somnolence. Alors que la toux est sans doute aussi gênante que la douleur, mais ça n'a pas cette réputation. Alors, il y a une autre tendance, c'est donner un mélange. Vous mettez un antihistaminique de première génération, il y en a qui donnaient un peu de Laroxyl à petite dose, 5 à 10 gouttes le soir, et un antitussif central, comme par exemple dextrométhorphan. Vous ferez votre recette, globalement, parce qu'il n'y a rien qui marche jusqu'à maintenant. Et on est en attente de nouveaux traitements. Alors les traitements, quand on n'a pas une solution, eh bien les patients se retournent vers les solutions non classiques. La rééducation, la voie à l'orthophonie, il y a une étude randomisée
qui a montré que ça pouvait apporter quelque chose dans la prise en charge du patient, parce qu'il est suivi régulièrement avec ce type de programme. On peut l'aider avec des manœuvres simples, à ventiler simplement, et ça va mieux. L'éducation thérapeutique, toujours dans le long cours. La psychothérapie, bien entendu. Et puis vous avez le yoga, l'hypnose, etc. La grande mode, c'est la méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience, il y a eu un essai dans la toux, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis vous avez les huiles essentielles, et ici au Maroc, dans le souk, une fois j'étais ici à Marrakech, je toussais comme un malheureux, j'avais rien. On m'a donné des granules de menthe pour faire une fumigation, et je vous garantis, ça a bien marché. Donc vous voyez que quand on n'a rien d'autre, il faut se retourner vers d'autres éléments. Par contre, voilà ce qui va arriver. Le premier antagoniste des récepteurs P2X3, ce sont des récepteurs purinergiques qu'on a découvert sur l'épithélium. Et ce médicament est à l'essai, c'est le gefapixant. Il va venir bientôt, les essais commencent. C'est un antagoniste de certains récepteurs comme les P2X3. Et puis, il vous reste ça. Le menthol et les TRPM8 agonistes, vous avez des études qui montrent que c'est un effet antitussif à confirmer. Mais c'est une solution. C'est un peu comme la ventoline et l'asthmatique. Quand l'asthmatique n'a pas la ventoline en main, il s'angoisse. Si vous avez un tousseur ou une tousseuse qui peut prendre un comprimé à la menthe, comme moi maintenant, ça me calmerait, eh bien, ça va vous rassurer. Et mon patient, là, voilà ce qu'il m'a dit, eh bien, la menthe, ça parfume la laine et c'est inoffensif par rapport à un antitussif classique. Donc pourquoi pas avoir des bonbons à la menthe sans sucre dans la poche, de temps en temps, hein, ça ne va pas vous traiter la toux, ça peut vous rassurer et vous calmer. Voilà ce que j'avais à vous dire et merci. Merci beaucoup. 3 questions, puisque nous sommes... il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Je ne vous vois pas très bien. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Momen. Venez au micro. Une petite question. Qu'est-ce qu'il y en a de la toux chez l'enfant? Des particularités. Chez le grand enfant, Alors, nous on ne fait pas de pédiatrie hein, dans l'équipe, mais chez les adolescents, on en a vu. Et bon, il y a les étiologies classiques. Alors, chez le tout petit enfant, il y a le protracted, les infections bactériennes permanentes, mais là, je ne peux pas en parler. Par contre, chez les adolescents, il faut toujours se méfier des toux psychogènes. Parce que les toux psychogènes, c'est souvent l'adolescent. Hein, et c'est une toux qui a un caractère tout à fait particulier. Ils ne toussent pas, ils aboient. C'est une toux tout à fait particulière. Après, pour la pédiatrie, je ne peux pas répondre. Je ne fais pas de pédiatrie, non. C'est un secteur tout à fait séparé. C'est bien là, oui. Et puis une question de ce côté-là. Merci Roger pour cet exposé très très intéressant. Ça a changé par rapport il y a 4 ou 5 ans à Paris. Et d'abord, la réponse à la question, c'est mythe ou réalité? Comme dans le titre. Comment? C'est un mythe, c'est une réalité finalement. Ah non, mais le mythe, réalité, c'est vite fait. La toux, c'est par spasmodique, elle n'existe pas. Alors moi, je voulais pas non, je veux dire, on peut tousser parce qu'on a une rhinite, etc. Mais la toux elle-même, purement, ça n'existe pas. Il n'y a que les Japonais qui la reconnaissent. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est, je crois que tu dévies, c'est toujours peut-être la même question, c'est concernant le reflux. Le reflux, on le sait, c'est-à-dire que c'est pas un reflux. Le reflux, vous savez, il y a 2 mécanismes. Il y a le reflux mécanique, qui est dû à la défection des moyens anti-reflux qu'on connaît, et il y a physiologique, qui est ces mêmes pressions. Et la toux peut être responsable elle-même de reflux. Et la relation entre les deux, d'ailleurs, vous l'avez démontré dans une plaque, qu'on traite le reflux et la toux persiste. Je pense qu'il faut sortir avec un message qu'il faut se méfier, et même quand il y a un reflux, il ne faut pas sauter sur l'occasion que c'est la cause de la toux. C'est vrai qu'il faut traiter, mais continuer à chercher les autres causes de la toux. Et finalement, la relation entre les deux est très mitigée aujourd'hui. Donc, la toux, par l'hyperpression, va provoquer le reflux, et le reflux va entretenir la toux, et on peut se trouver dans un cercle vicieux. Et merci. Je peux répondre. Il y a beaucoup d'études là-dessus, en particulier avec les manométries, les impédances-métries, parce que le problème, c'est est-ce que c'est la toux qui entraîne le reflux qui entraîne la toux. Alors, c'est dans les délais. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est que l'acidité, ce n'est pas lié, ce n'est pas la cause. Ce qui fait tousser, c'est la longueur du reflux et la durée. C'est l'importance du reflux. Ce n'est pas qu'il soit acide.
Et le troisième point, ce qui fait tousser, ce n'est pas que tu aies le reflux de l'acidité, etc., c'est que tu aies le réflexe de la toux perturbé. C'est pareil quand on a le problème avec un ORL, on envoie les ORL, on dit le patient tousse, vous lui trouvez rien, et le patient dit ça coule et je tousse. Il tousse pas parce que ça coule, il tousse parce qu'il a le pharynx hyper irritable. Et c'est pareil. Et donc on considère le reflux comme un trigger. Après, en pratique, le seul problème là où c'est important, c'est si les équipes qui disent moi j'opère les reflux réfractaires. Les reflux qui résistent aux IPP. C'est là que le problème se pose. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on peut faire l'essai. Et les rapports entre reflux et tout sont très complexes. Je vais faire un pro-contre dans 15 jours au CFA. L'erreur qu'on fait, peut-être, qu'on croit que le traitement du reflux est purement médical. Non, c'est très important, parce que si on donne que les IPP sans les mesures génétiques, ça ne marchera pas. Il faut quand même interdire certains aliments. On sait que le café, le thé, le chocolat, tout ça, c'est des facteurs favorisants. Et si on se contente de donner que les IPP, je pense qu'on va à tous les coups échouer dans le traitement du reflux. Merci. Tu as tout à fait raison. Et les recommandations, tu as vu, c'est de dire... N'oubliez pas les mesures hygiéno-diététiques, etc. Avant-dernière question, M. Mohamedi. Je pense que Sib Helaoui a atteint son quota de 2 questions. Roger, une question un peu pratique. Tu as cité parmi les premières causes en fait, de la toux chronique, bien sûr, les causes ORL. Est-ce que tu en vois souvent, des consultations devant une toux chronique à des ORL? Et je retourne aussi à M. Chili, parce que Rachid m'a empêché de poser la question. Est-ce que tu reçois souvent des demandes de consultation venant des pneumologues devant des toux chroniques, en dehors de ces Rachid, bien sûr? Je réponds après, je donne la parole. Alors, nous, globalement, on a l'ORL qui est à côté. Donc, l'ORL, on en voit souvent, mais le plus souvent, ce sont les ORL qui nous renvoient le patient pour une raison simple. C'est que le médecin généraliste envoie le tousseur à l'ORL en lui disant « Regardez, ça coule. » Le patient se plaint qu'il y a quelque chose qui coule, qu'il a une boule et que c'est ça qui le fait tousser. En fait, la boule, c'est une dysesthésie, c'est une paresthésie, parce qu'on considère que la toux, c'est une neuropathie. Et ce qu'ils ressentent là, c'est une paresthésie, c'est le pharynx hyper irritable des ORL. Et donc les ORL disent « Il n'y a rien », ils nous le renvoient. Nous, on dit quand même... Le patient nous dit que ça coule, on le renvoie. Il nous dit, mais non, je vous dis, il n'y a rien. Allez, bon, on va faire un scanner, mais il n'y a rien. Donc, globalement, nous, ça se passe comme ça. Mais dans le sens, parce qu'on est branchés, nous tous, les ORL nous les envoient. Mais après, nous, on n'hésite pas à envoyer chez l'ORL. Voilà. Globalement, nous, c'est plutôt ORL pneumo. C'est un sujet extrêmement vaste qui nécessiterait peut-être une demi-journée d'exposé, de discussion. Dernière question. Pour les fibroses pulmonaires. J'entends pas là. Pour les fibroses pulmonaires, on a une toux, et là, franchement, on essaie tout. Qu'est-ce que vous donnez à vos malades? Alors, j'ai aucune réponse là-dessus. On sait que c'est le truc. Tout a été essayé. La pyrphénidone, on a regardé. Ils ont essayé le chromoglycate qui donnait quelques résultats. Peut-être à ce moment-là, ce sera des candidats à essayer le gefapixant. Parce qu'on va traiter le réflexe. Mais je pense que la fibrose, c'est un truc très difficile, très délicat. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Oui, vraiment, dernière question. Allez-y, madame. Dernière question. Vous n'avez pas parlé de l'asthme et corps étranger, puisque, justement, un asthmatique qui tousse, je pense qu'il faut aussi éliminer un corps étranger. Et deuxième question, qu'en est-il des toux hypoxémiantes, c'est-à-dire la personne qui tousse au point de perte de connaissance, en dehors des corticoïdes? Est-ce que vous avez d'autres remèdes? Merci. Alors, le corps étranger, quand vous n'en sortez pas sur une toux, c'est fonction du contexte clinique. Il faut faire une endoscopie bronchique. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, l'endoscopie bronchique, chez un tousseur? On ne les fait pas systématiques. Vous montrez s'il y a une inflammation, si on ne sait pas traiter. Vous avez les dysplasies qu'on peut retrouver, et là on peut retrouver un corps étranger. Mais ça, c'est suivant le contexte. Après, les gens qui font l'ictus laryngé en tout ça, on est très très embêtés. Franchement, on est très embêtés parce qu'on n'a aucun traitement sur la toux. Le seul truc qu'on peut les aider, c'est les mettre en éducation thérapeutique. Nous, on a une équipe qui font de l'éducation thérapeutique et qui les apprennent à ventiler. Quand la quinte commence, ils vont faire la quinte. On les apprend à ventiler doucement, à remplacer une toux par un mode ventilatoire particulier et à se garer sur le côté s'ils sont en voiture. Et franchement, on est très embêtés par ces cas-là.
Merci beaucoup, M. Scamia. Vous voulez nous rejoindre ici, s'il vous plaît? Ah ben, un plaisir. Alors, la parole est à M. Ben Khattab.